Mes camarades et moi allons vous présenter notre projet pour l'Expo-Sciences 2022, Jardin médicinal. Je commence en vous parlant du moringa. Le moringa est originaire du nord-ouest de l'Inde. Il est largement cultivé dans de nombreuses régions des tropiques, y compris en Asie tropicale, dans de nombreuses régions d'Afrique, en Indonésie, en Amérique du Sud et centrale. Ces graines germent entre 5 à 12 jours après le lancement. Il atteint une hauteur de 8 mètres et une largeur entre 5 à 12 mètres dès la première année de croissance. La hauteur ne dépasse guère 10 à 12 mètres. Sa croissance est droite, son apparence un peu délicate. De loin, elle ressemble aux variétés légumineuses, mais elle est facile à reconnaître grâce à ses fruits. Ses branches et ses pousses sont courtes et à poils fins. Les bienfaits et usages du moringa. Le moringa a des usages multiples. Ses feuilles, ses fleurs et ses graines sont à la source d'une bonne alimentation pour les humains et les animaux. Les fleurs sont une bonne source de nectar pour la production du miel et les graines pour la production d'une huile de cuisson et de lubrifiant. Les racines sont à la source d'une bonne épice. De nombreuses parties de la plante sont utilisées dans la fabrication des médicaments. Son bois très doux sert à la production du papier. L'utilisation des graines séchées et écrasées suscite beaucoup d'intérêt. Même le trait peut être clarifié en y ajoutant des graines écrasées. Celles-ci font coaguler les matières solides et les bactéries qui y coulent. Le moringa est bon pour de nombreux traitements, comme une cinquantaine de maladies, par exemple l'asthme, l'anxiété, le diabète, etc. Intégrer le moringa à l'alimentation quotidienne, c'est contribuer de manière significative à une meilleure hygiène de vie. Les inconvénients sont représentés par le moringa. Une consommation importante du moringa peut provoquer des troubles du sommeil ou de l'insomnie, des troubles digestifs, effets laxatifs et plus rarement des brûlures d'estomac. Ne jamais consommer le moringa si vous prenez des médicaments pour le diabète, car on ne dit pas qu'il ne faut pas prendre le moringa pour le diabète. En prenant déjà un médicament, cela peut provoquer de nombreux problèmes pour la santé. Et aussi, qu'il y a un autre inconvénient, une femme enceinte et allaitante ne peut pas prendre le moringa. Les recommandations et dosages du moringa: 2,5 à 5 grammes, soit 2 à 4 cuillères à café, 1,2 grammes par cuillère à café, suffisent au quotidien pour améliorer le métabolisme. Des doses plus élevées, comme 8 à 12 grammes, peuvent être consommées lorsqu'on a besoin nutritionnel, par exemple en cas de jeûne, de régime alimentaire, de troubles chroniques et de stress intense. Ainsi se termine ma présentation du moringa. Je suis également élève de la 5e année et je continuerai en vous parlant du Palma Christi. Le Palma Christi, du nom scientifique ricin commun, du latin ricinus communis, est une plante médicinale considérable d'origine tropicale de la famille des Euphobiacées. La raison de ce nom vient de sa feuille de la forme d'une main gigantesque. De l'ensemencement à la floraison, le Palma Christi passe par différentes étapes. Première étape, la semence. Deuxième étape, la plantation. Troisième étape, l'entretien. Et quatrième étape, la floraison. Le printemps est la saison idéale pour commencer à planter le Palma Christi. On peut commencer dès le mois d'avril. L'entretien, c'est surtout durant l'été, quand on doit beaucoup arroser la plante à cause de l'intensité de la chaleur. La floraison est de juillet à octobre. Durant cette période, on observe l'apparition des fleurs, des fruits et des capsules rouges réunies en forme de grappe. Les bienfaits et usages du Palma Christi.
On ne peut pas parler des bienfaits sans avoir vu ces différentes parties. Les feuilles du Palma christi sont utilisées contre la douleur de l'arthrite et les inflammations des yeux, sans oublier que ces feuilles broyées mitigent les inflammations oculaires. Les graines du Palma christi servent à soigner différentes maladies comme la neuropathie diabétique, l'hypertension artérielle, le cancer du sein et les symptômes de la ménopause. Et ces feuilles pilées et appliquées enlèvent les taches du visage et également les taches de la vérole. Pour les cheveux, le Palma christi est utilisé dans la nutrition des cheveux secs car elle est une importante protectrice capillaire. Son huile d'une importance prodigieuse est utilisée pour la santé du corps tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On l'utilise pour faire baisser la fièvre chez l'enfant et pour les plus jeunes, on l'utilise contre l'acné et l'eczéma. Elle redonne également de l'élasticité à la peau. Les inconvénients présentés par le Palma christi. Bien que toute cette plante soit plus ou moins dangereuse, ce sont les graines qui sont les plus dangereuses. Elle contient une protéine, la ricine, qui est une toxicité extrêmement dangereuse pour l'homme comme pour les animaux. Cette protéine, la ricine, a été découverte et nommée en 1888 par le chimiste allemand Hermann Stillmark. Son huile est utilisée comme purgatif traditionnellement. Pourtant, un surdosage peut entraîner des vomissements, des douleurs abdominales et une sévère contraction des reins et du pancréas. Elle peut provoquer un vomissement qui peut amener elle-même à la déshydratation, qui peut aller jusqu'à la mort, surtout chez les enfants. Sans oublier que 2 ou 3 graines peuvent être mortelles pour un petit chien. Sur ce, se termine ma petite présentation du Palma christi. Élève de la 5e année, je vais vous présenter l'aloe vera. L'aloe vera est une espèce d'aloès, genre aloe, d'origine incertaine mais cultivée de très longue date dans les régions méditerranéennes, en Afrique du Nord, aux îles Canaries et au Cap-Vert. Les Espagnols et les Hollandais amenèrent l'aloe vera vers les Antilles et les Amériques. L'aloe vera est une plante succulente aux feuilles persistantes, aux racines peu profondes, poussant en touffe et même en colonie. Les bienfaits et usages de l'aloe vera. L'aloe vera est traditionnellement utilisée pour calmer les coups de soleil, brûlures légères, piqûres d'insectes et elle sert à apaiser les irritations et à favoriser la cicatrisation. L'aloe vera est principalement utilisée en gel d'aloe vera pour la peau, mais peut également être utilisée sous forme de crème visage, en soins pour les cheveux, etc. Les inconvénients. Les chercheurs rappellent que cette plante peut provoquer des crampes au niveau de l'estomac, voire la diarrhée et même la constipation. En raison de ces possibles effets toxiques, le latex d'aloès ne doit pas être consommé par les femmes enceintes et allaitantes, ni par les personnes fragiles. Il faut aussi faire preuve de vigilance si on atteint d'une insuffisance cardiaque. Les enfants ne doivent pas consommer une trop grande quantité de cette plante. On déconseille souvent la consommation du latex d'aloe vera aux personnes qui souffrent de douleurs abdominales d'origine inconnue ainsi que d'inflammation intestinale. Évitez de consommer ce produit si vous souffrez d'une maladie cardiaque, de troubles mentaux et d'ulcères gastriques. Merci de m'avoir écouté. Merci encore de votre écoute. Nous espérons que vous avez bien profité de notre présentation sur certaines plantes médicinales. Nous espérons que notre présentation des plantes médicinales aura été utile aux spectateurs, téléspectateurs et auditeurs du Sommet international de la finance. Nous sommes très fiers de participer. Et César Paul
sommes des élèves de la classe de première au collège 4 Fesseurs et des co-réalisateurs du projet Village écologique présenté à l'Expo 16 2022 sous le thème Innovons pour fragiliser la vulnérabilité. Nous vous remercions pour l'opportunité qui nous est accordée de présenter notre projet novateur et économique. Ce projet est le prototype d'un village fonctionnant à l'énergie renouvelable, d'où le nom Village écologique. En effet, en Haïti, nous remarquons qu'il y a un sérieux problème d'électricité limitant alors le fonctionnement de la population. Ainsi, notre projet présente une solution pour pallier à ce problème et à d'autres difficultés telles que le manque de logement, les constructions anarchiques, etc. Le modèle présenté ci-devant a été réalisé à l'échelle de 1 500 sur une surface de 2,50 m par 1 m. On y retrouve des bâtiments représentant des logements, des loisirs, des services publics, des services d'alimentation, etc. Tout le nécessaire pour vivre aisément. Nous pouvons abriter jusqu'à 500 foyers de 5 personnes. Ce prototype peut être un avantage de l'économie de notre pays car les investissements dans les énergies renouvelables sont moins coûteuses et plus durables. Le prototype comprend un parc qui occupe un tiers de l'espace de la ville. Il symbolise l'aspect écologique et favorise le rafraîchissement par sa capacité à provoquer des précipitations plus fréquentes. Le village est structuré de manière à décomposer les bâtiments en 3 groupes. Les bâtiments de loisirs, les bâtiments de logement et les bâtiments de services sociaux. Pourquoi cette division? Étant donné qu'on est en présence d'un village écologique, en cas de conditions météorologiques défavorables, il nous faut prioriser les bâtiments de première nécessité, c'est-à-dire les bâtiments de services sociaux, les bâtiments de logement et les lampadaires. La structure de certains bâtiments pourrait même s'avérer à l'exploitation de l'énergie calorifique du sol. Par conséquent, la ville ne manque jamais d'électricité, car plusieurs sources sont exploitées. L'énergie solaire, au niveau du parc solaire, est envoyée et stockée à la station électrique, puis au village. L'énergie solaire constitue 75% de l'énergie consommée par la ville. L'énergie éolienne constitue elle-même 25%. L'eau de la majeure partie de la ville provient du parc, plus précisément des montagnes, puis ensuite est traitée et distribuée dans les bâtiments. Tout dans le village est structuré dans le but d'exploiter au maximum les énergies renouvelables, mais aussi d'assurer le confort de nos 2500 habitants. Ce projet a été préparé en premier lieu pour remédier au problème d'électricité en Haïti, celui-ci à partir du mazout ou hydraulique. D'autre part, nous avons l'eau issue de la montagne qui peut être exploitée au niveau de l'hydroélectricité. L'espace compris entre les bâtiments permettra leur aération durant la saison sèche et leur position par rapport au soleil permettra un chauffage passif durant les saisons sèches. Ensuite, il nous permettra de lutter contre la pollution. En effet, au cours de la production d'électricité à partir du mazout, une forte charge de CO2 et de gaz à effet de serre est libérée dans l'atmosphère et sera ensuite néfaste pour notre biosphère. Enfin, il favorise une croissance économique pour le pays. Selon les études et les analyses, le coût de production d'électricité à partir des énergies renouvelables a dépassé la parité des réseaux dans de nombreux pays. Et actuellement, l'investissement dans les énergies renouvelables peut offrir des avantages économiques à long terme, dont la création d'emplois locaux. Nous vous remercions de votre attention et souhaitons qu'un projet pareil puisse inspirer les décideurs et les pousser à prendre les mesures requises pour sa mise en œuvre dans différents endroits du pays. Ce projet met également notre thème d'expo sciences de cette année en valeur, qui stipule
Visionnaires aujourd'hui, changemakers demain. Aujourd'hui, un honneur pour nous de prendre parole devant un public aussi distingué et engagé en faveur de l'économie et l'écologie. Par rapport au thème du sommet cette année, financer l'éco-développement, écologie, économie, nous allons aujourd'hui vous présenter notre projet d'SVT intitulé Les Plis montagneux, présenté l'année dernière au cours de notre événement annuel, l'Expo Science. Nous sommes tous conscients que les défis environnementaux sont considérables. Cependant, ils présentent des opportunités de développement économique et d'innovation technologique durable qui peuvent contribuer à notre environnement et notre économie. Donc, nous allons vous présenter une option de financement disponible en Haïti capable de soutenir un développement durable. Comme vous le savez tous, la Terre est une planète active parce que nous observons des phénomènes sismiques, volcaniques et tectoniques constamment. Ces phénomènes tectoniques présentent à la surface de la Terre ainsi qu'en son intérieur des déformations. Si nous prenons un sol de nature avec des matériaux ductiles, nous observons des plis. Vous vous demandez sur moi maintenant, qu'est-ce qu'un pli? Un pli, c'est la déformation des couches géologiques entraînant à la surface de la Terre une structure de forme courbe. Il résulte de la flexion des strates par compression tectonique latérale. Lorsque ces couches géologiques ou roches sont soumises à des contraintes, elles subissent alors des déformations qui peuvent se faire de différentes manières. Il faut savoir qu'un pli montagneux peut avoir différentes dimensions, alors d'1 mm jusqu'à 10 km. Et le cas le plus simple n'est nul autre que les plis avec les roches sédimentaires. Comme l'a si bien dit Théoda, notre Terre est une planète active et de nombreux phénomènes se produisent. Parmi eux, certains peuvent engendrer la formation des plis montagneux. Mais il faut prendre note que les principales causes de la formation des plis montagneux sont la tectonique des plaques et les forces compressives. Prenons l'exemple du phénomène de convergence. Lorsque deux plaques tectoniques à peu près de même densité convergent en un point, il se crée une collision et, suite à cette collision, une force compressive s'exerce sur les couches de cette plaque et les couches remontent à la surface créant une déformation. Et cette déformation qui se trouve à la surface, c'est le pli montagneux. Cette déformation peut avoir divers aspects et parmi ces aspects, on a divers types de plis. Par exemple, on a par ici le pli déjeté, le pli couché, le pli genou, le pli faille. Et sur la maquette, on a le pli droit. Qu'est-ce qui nous permet de différencier ces types de plis? Comme on peut le voir, il y a le plan axial. Le plan axial du pli droit est à la verticale, tandis que le plan axial du pli couché est à l'horizontale. Donc on peut dire que c'est grâce au plan axial qu'on peut faire la différence entre les types de plis. Alors, pourquoi avons-nous choisi de présenter les plis? Qu'est-ce qui les constitue qui vaut la peine d'être présenté? Comme il a été mentionné au tout début, les plis montagneux résultent de la déformation plastique des roches sédimentaires suite à la tectonique compressive. La tectonique compressive elle-même, elle est la manifestation des mouvements de convergence des plaques tectoniques. En effet, les plis montagneux regorgent de ressources naturelles. Ces ressources existent soit directement pour maintenir et permettre la vie sur la Terre, soit indirectement pour contribuer au développement de la race humaine. En effet, parmi ces ressources naturelles, on peut citer les métaux précieux, dont l'or, l'argent. On retrouve aussi les minéraux de terre rares, comme l'aimant, qui participent énormément à l'évolution de la technologie moderne de par l'émergence des forces perpétuelles.
Les plis montagneux ont un impact important sur l'écologie et l'économie. Ils jouent un rôle important dans la formation du paysage, la création des ressources naturelles telles que les minerais, les pierres précieuses. Ils abritent aussi des écosystèmes divers et uniques qui sont souvent le foyer des espèces animales et végétales en voie de disparition ou menacées. Ils jouent aussi un rôle important dans la régulation du climat, l'équilibre thermique ou encore la préservation de la biodiversité. Cependant, les plis montagneux peuvent poser des défis aux habitants locaux ou aux infrastructures à cause de leur instabilité géographique. Par ailleurs, il faut se focaliser sur les importants avantages que nous offrent les plis montagneux, d'où l'intervention de Carlo et l'État. L'exploitation des plis montagneux représente une activité forte au sein de l'évolution économique d'une région. En effet, si on considère les métaux cités récemment, on peut se dire que l'exploitation des plis montagneux favorise l'exportation de certaines denrées. On peut se dire que l'exploitation des plis montagneux favorisera l'augmentation des revenus fiscaux par la création de nouveaux emplois. Il est aussi dit que l'exploitation des plis montagneux favorise le tourisme. Le tourisme, on peut valoriser les plis montagneux, que ce soit en biodiversité, car elle peut aussi faciliter l'émergence des activités économiques rentables en plein air, telles que les randonnées, les campings, les excursions académiques, etc. Donc, en conclusion, mon groupe et moi, aujourd'hui, avons voulu vous présenter les plis montagneux sous deux aspects, l'aspect économique et l'aspect écologique, car les minerais qu'ils renferment sont indispensables pour une bonne marche de l'éco-développement. Sachez que malgré tous les avantages que présentent les plis montagneux, ils ne peuvent se découvrir eux-mêmes. Donc, il est plus que nécessaire d'investir en nos futurs géologues. Sachez que la Terre renferme beaucoup plus de ressources que l'on peut le croire. Et il serait nécessaire d'investir afin de tirer le meilleur des profits. Merci beaucoup.